Bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce 55e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer avec vous qui êtes présents et vous avez été très nombreux à vous inscrire. Le plaisir d'animer ce webinaire sur le thème de l'expérience recruteur et plus précisément le sujet de ce webinaire est et si on s'intéressait enfin aux problèmes que rencontrent les recruteurs. Pour adresser cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Jean-Romain Delachaise, à ma gauche, ici présent, VP Sales France de iCIMS. Bonjour Jean-Romain. Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là avec nous pour traiter de cette thématique. Alors tout de suite, quels vont être les sujets de ce webinaire? D'une part, je poserai la question à Jean-Romain de qu'est-ce que l'expérience recruteur, dans quel contexte ça s'insère. Nous verrons dans un deuxième temps pourquoi c'est important pour les recruteurs eux-mêmes, bien évidemment, pour les candidats et puis pour leur organisation. Et puis dans un troisième temps, on verra quels sont les champs d'application ou les étapes par lesquelles passer pour pouvoir justement améliorer la vie des recruteurs. Voilà l'ordre du jour, si je puis dire, de ce 55e webinaire. En termes de modalités, vous pouvez poser vos questions au travers de la boîte de chat qui est à votre disposition. Alors, il y a une boîte de chat pour converser. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous présenter, pour vous dire dans quelle société vous travaillez, quels sont son secteur d'activité, quel est le nombre de salariés que vous avez et quelle est votre fonction, par exemple. Donc, vous pouvez vous saluer tous réciproquement. Et puis, il y a l'espace pour les questions proprement dites. Et là, c'est cet espace-là que moi j'ai en direct et je me permettrai de faire votre intermédiaire pour poser les questions directement à Jean-Romain. Mais n'hésitez pas à émettre également vos commentaires, vos retours d'expérience, c'est important. Notre expert du jour est là pour vous. Et pour finir sur cette phase d'introduction, je dirais juste que le webinaire durera 45 minutes et donc nous avons encore 42 minutes ensemble. Voilà pour les 3 minutes d'introduction. Avant de passer à la première question, ce qui est qu'est-ce que l'expérience recruteur? Est-ce que, Jean-Romain, tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, et puis aussi, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, qu'est-ce que la société iCIMS? Oui, tout à fait. Merci Thomas, déjà merci pour ton invitation. Je suis ravi qu'on puisse échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'expérience recruteur. C'est un sujet qui me tient à cœur pour deux choses. La première, c'est parce que je suis recruteur actuellement au sein de mes équipes. Et la deuxième, c'est parce que j'étais recruteur de métier il y a quelques années maintenant. Pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Jean-Romain Delachaise. J'ai maintenant 13 ans d'expérience dans le secteur des RH et CRH. J'ai travaillé en cabinet dans une première vie. J'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans par la suite au sein de la société Figaro Classified, que vous connaissez sûrement. Et j'ai pris la direction commerciale de la société iCIMS il y a 3 ans maintenant. iCIMS, c'est pas une start-up. C'est une société aujourd'hui qui compte 1200 collaborateurs, qui a plus de 4000 clients. C'est une société qui est d'origine américaine et qui aujourd'hui est éditeur de logiciels RH spécialisé sur la partie recrutement, sur la partie talent acquisition. Donc notre métier et notre promesse, c'est de venir vous accompagner, vous recruteurs, dans l'attraction de vos candidats, dans la gestion du cycle de vie de vos talents. Juste une petite question rapidement sur iCIMS pour bien vous connaître. De ma fenêtre, et je vais être un peu direct, c'est un peu l'ogre américain qui vient attaquer l'Europe ou la France. J'ai tout faux? Oui, tu as tout faux, Thomas. Pardon. On n'est pas américain, on est d'origine américaine, mais on est global aujourd'hui. On est arrivé en Europe il y a bientôt 2 ans et demi. Je suis désolé de ma question, c'était pas forcément pour te piéger ni te mettre dans une mauvaise condition. Mais vas-y, poursuis. Il n'y a pas de problème, Thomas, mais juste pour vous expliquer le contexte, on est arrivé en Europe il y a 2 ans et demi, en Europe du Nord pour commencer. On s'est rendu compte qu'en Europe du Nord, il y avait une traction qui était énorme, qu'on avait une pénétration de marché qui était très forte, et on a décidé de dupliquer ce qu'on a fait en Europe du Nord en Europe du Sud. Pour nous aider à venir pénétrer ce marché de l'Europe du Sud,
on est venu s'appuyer sur une société qu'on a rachetée qui s'appelait Easy Recruit, qui est une société française avec plus de 500 clients historiquement, plutôt sur des sujets de digitalisation RH, pardon. C'est toujours beaucoup plus simple, comme vous en doutez, pour une boîte américaine de venir craquer un pays ou une région en rachetant une boîte qui a des effectifs sur place, qui connaît le marché, qui a une base installée, parce qu'il y a un culture fit entre les US et la France qui n'est pas exactement le même. Donc non, on n'est pas américain, on est global, et on a des clients aujourd'hui dans plus de 200 pays. Bon, donc une volonté de développement en Europe soutenue, en faisant ce bon mix entre la culture américaine et la culture française via le recrutement d'Easy Recruit. Juste une question quand même sur ce marché, puis après on rentrera tout de suite dans le vif de notre webinaire, parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Est-ce que justement sur ce sujet, non pas très large de la HR Tech, mais j'ai envie de dire de la technologie dédiée au recrutement, qui est votre spécialisation, votre expertise, est-ce qu'on est sur un marché d'équipement ou un marché de renouvellement? Je précise tout de suite ma question. Si on prend la paye, par exemple, on est plutôt sur un marché de renouvellement, on change de solution, mais voilà, il y a 5 à 10% de renouvellement chaque année, ce qui est quand même très faible. Sur votre marché, sur ce marché de la technologie dédiée au recrutement, et c'est un marché d'équipement ou un marché de renouvellement? Ni l'un ni l'autre, Thomas. On est sur un marché où il faut aujourd'hui se réinventer. On est sur un marché de réenchantement. On est sur un marché de modernisation. Et je pense que vous, recruteurs, vous le voyez au quotidien. On l'a dit auparavant, notre métier ou le métier d'iCIMS, c'est de mettre en place un outil de gestion de candidature. Vous n'allez pas demain changer d'outil pour un outil qui fait la même chose. Donc l'objectif, c'est d'être plus agile, plus moderne, d'aller beaucoup plus loin dans l'approche que simplement l'outil de gestion de candidature. Donc, renouvellement et équipement, en fait, un peu les deux, équipement d'un pan fonctionnel nouveau. C'est comme ça que je dois l'entendre. Exactement. Ok, alors tout de suite, justement, on a affaire à un spécialiste donc à la fois du recrutement et de la tech qui travaille chez le leader du marché. Et donc tout de suite, moi, ma première question, puisque c'est le thème quand même de ce webinaire, c'est quoi l'expérience recruteur et dans quel contexte ça s'insère? Il y a deux choses qui sont importantes effectivement de spécifier. C'est qu'est-ce que l'expérience recruteur? L'expérience recruteur, c'est la perception que vous, recruteur, vous avez de votre quotidien. Les journées en fait que vous vivez, les outils, les process qui sont mis en place, qu'est-ce qui se passe bien, quels sont les manquements identifiés. Et c'est ça qu'on va venir essayer de simplifier. Et l'objectif de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, c'est simplement d'être orienté et focus sur vos problèmes. Lorsqu'on parle du métier de recruteur en tant que tel, je prends la notion de recruteur au sens large. Recruteur de métier, mais pas que. On a des directeurs d'usine qui sont amenés à recruter, on a des directeurs de magasins, on a des HRBP, on a tout type de recruteurs qui ont des rôles différents, mais qui ont tous une multitude de tâches, et vous le voyez dans votre quotidien, qui sont différentes. Si on essaie de parler un petit peu du marché ou de la conjoncture, vous le savez, on est sur un marché en tension, on est sur un marché de candidats, on est sur un marché en pénurie, on parle de guerre des talents, c'est le cas aujourd'hui, c'est pas fini, c'est quelque chose qui va s'accentuer dans les mois qui arrivent. On le voit avec un phénomène qui n'est pas un épiphénomène selon moi, qui se passe énormément aux États-Unis, qui est ce qui s'appelle le Great Resignation, excusez-moi pour l'accent, où on se rend compte que le candidat aujourd'hui, le collaborateur, n'a plus peur de venir poser sa démission parce qu'il veut redonner du sens à sa carrière. Alors c'est très vrai, pardon, je te coupe, c'est très vrai aux États-Unis parce qu'effectivement, il y a une forme de flexibilité du travail. Est-ce que cette Great Resignation, cette grande démission, est-ce que c'est quelque chose que tu vois en tendance en France? Oui, c'est des tendances, c'est des inputs qu'on commence à avoir sur le marché français. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. On parle souvent d'un secteur qui a beaucoup souffert pendant la crise sanitaire, qui est le secteur de la restauration. Aujourd'hui, c'est compliqué de recruter. C'est d'autant plus important pour vous, recruteurs, d'être très orientés sur la marque employeur, l'image employeur, le fait de partager vos convictions,
vos valeurs auprès de vos candidats, parce qu'on se rend compte que l'équilibre vie pro, vie perso et le sens que je donne à mon travail demain a une valeur et un impact qui est beaucoup plus fort que ce qui était hier. Alors, donc, on voit effectivement qu'on est dans un contexte donc, particulièrement difficile, mais vous le vivez au quotidien, et je pense que tout le monde le vit, mais quand je dis vous le vivez au quotidien, je ne parle pas de la crise Covid, je parle évidemment de la guerre des talents qui a plutôt tendance à s'accentuer, avec la reprise de la croissance et la baisse aussi, on ne l'a pas évoqué, mais du taux de chômage, donc ça crée des tensions, et on peut s'en féliciter, mais ça crée un certain nombre de tensions, donc ça c'est le contexte. Donc l'activité ou l'expérience recruteur est d'autant plus important pour l'expérience candidat. Il ne peut pas avoir une bonne expérience candidat s'il n'y a pas une bonne expérience recruteur. Hein. J'allais dire, la symétrie des attentions inversées. On parle souvent de symétrie des attentions, mais il faut aussi que le recruteur soit bien dans ses baskets. Et juste, là, je vois le métier difficile, la multitâche. Est-ce que tu peux donner des exemples de tâches différentes? J'ai bien aimé la notion de différents profils de recruteurs. Effectivement, il y a des gens dans ce métier, il y a des gens dans une partie du métier, je pense aux équipes RH, et puis il y a des gens qui ont presque, j'ai envie de dire, un autre métier, mais qui doivent recruter, pour lesquels c'est important. Donc, il y a bien dans les recruteurs l'ensemble de cette variété de profils. C'est quoi les différentes tâches? On parle de multitâches, mais quelles sont-elles? Ce qui est compliqué, c'est que votre métier, donc le métier de recruteur, et je vais revenir après, Thomas, sur la notion de tâche, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est difficile, qui aujourd'hui est remis au centre des sociétés. On a parlé pendant des années de l'expérience candidat, on s'est amélioré, il y a encore un petit peu de boulot selon moi, mais maintenant il faut parler de l'expérience recruteur. Pourquoi? Parce que la croissance des sociétés, elle est liée à une chose. Recruter la bonne personne au bon moment, sur le bon poste. Et venir travailler sur la rétention des talents. Et effectivement, cette recherche du bon candidat s'accompagne d'une multitude de tâches. Des tâches qui sont compliquées, fastidieuses, chronophages dans certains cas, où l'homme avec un grand H n'a pas toujours beaucoup de sens. D'où la notion d'automatisation dont on parlera après. Je reviens sur ta question, qui est quel type de tâches? Elles sont multiples. Ça peut être la rédaction d'une annonce, la diffusion d'une annonce, la réception des CV, le tri des CV, l'organisation des entretiens avec parfois différents managers qui sont inclus dans la boucle, l'envoi des promesses d'embauche, la gestion du onboarding. Il y a énormément de tâches qu'on ne voit pas forcément, mais qui font partie de votre quotidien. Mais les recruteurs, dans leur variété, donc ils n'ont pas des outils pour adresser tout ce que tu viens d'évoquer? Si des outils vous en avez, vous recruteurs ou pas, on a certains de nos clients qui sont, ou certaines entreprises plutôt, qui sont équipées, d'autres qui sont mal équipées, d'autres qui sont suréquipées. Des acteurs ou des éditeurs qui vont gérer indépendamment toutes ces tâches-là, il y en a plein. Il y a des acteurs qui gèrent le onboarding, il y a des acteurs qui gèrent la gestion des candidatures, qui gèrent la multidiffusion, qui gèrent la signature des promesses d'embauche, la création de sites carrière. Il y en a plein. Mais il ne faut pas plein d'acteurs. Il faut pas une somme d'acteurs. Il faut un seul et unique acteur qui va permettre de gérer l'intégralité de ces tâches-là pour que ça soit plus unifié, plus automatisé et avoir une approche qui est un peu plus linéaire. Bon, on va voir effectivement dans la suite du webinaire quel est l'intérêt peut-être de l'unification ou la centralisation ou l'unicité des solutions. On a vu ce que c'était que l'expérience recruteur, hein, le fait d'être l'ensemble des ressentis, des interactions pour un recruteur, le côté homme-orchestre dans un contexte difficile et pour lequel l'expérience a d'autant plus d'importance. Je vous rappelle que Jean-Romain est là pour vous, donc n'hésitez pas à lui poser des questions ou même à faire des retours d'expérience sur lesquels on pourrait rebondir. Il a évoqué le fait que ce soit un échange, donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, à émettre vos commentaires. Voilà, vraiment. Alors, on a vu ce que c'était. Maintenant, mais pourquoi c'est si important ou quels bénéfices on peut en tirer pour les recruteurs de simplifier cette expérience-là, pour l'organisation, pour les candidats, pour qui on veut. Voilà. Pourquoi c'est important?
Et les bénéfices, Thomas, ils sont multiples hein, pour vous, recruteurs. Le premier, c'est la performance, en fait. C'est vous permettre, dans votre quotidien, d'être moins surmené, de mettre l'énergie sur les bons candidats, de gagner en réactivité. Et forcément, et tu le précisais auparavant, il y a une adéquation qui est énorme entre l'expérience que vous, recruteurs, vous vivez et l'expérience que va vivre le candidat. Donc, qui dit une meilleure performance, dit une meilleure expérience candidat, sans oublier que c'est vous aujourd'hui qui êtes la vitrine, en interne et en externe, de la marque employeur de votre société. Donc, effectivement, s'il y a une complexité dans les process qui sont mis en place, ça engendre des collaborateurs, vous recruteurs en partie, hein, et des candidats qui ne sont pas engagés et qui ne sont pas valorisés. D'où l'importance de venir vous décharger d'une partie de ces tâches-là en venant justement les automatiser et que vous puissiez passer plus de temps auprès de vos candidats. Quand on parle de... Ah, pardon, vas-y. On est dans des métiers, pardon, je finis là-dessus, Thomas. Bien sûr, je t'en prie. On est dans des métiers, vous êtes dans des métiers d'intuitive personnel. Aujourd'hui, les candidats, ils ont besoin en fait de sentir qu'il y a un lien en fait avec vous, recruteurs. Et effectivement, si vous avez 20% des tâches administratives que vous n'arrivez pas à faire par jour, la première personne qui va en pâtir, c'est le candidat. Je reviens juste sur le premier point, qui est la notion de plus de performance. Ce serait quoi les bons indicateurs là, avant, tiens, je vais poser plutôt mes deux questions d'un coup. Quels sont les bons indicateurs de performance? Et dans tout concept ou dans toute démarche, on évoque souvent beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu as des éléments tangibles à nous faire partager au travers d'enquêtes ou au travers de retours d'expérience du dernier client visité ou, comment est-ce qu'on pourrait un peu plus matérialiser, tangibiliser les bénéfices en termes de performance qu'apporte la simplification de l'expérience recruteur? Je ne sais pas si je suis clair. Si, ouais. C'est très clair. Donc, il y a plusieurs études. Hein. Je vais pas les citer aujourd'hui, ça serait un peu long et chronophage pour vous, mais je vous les enverrai si vous le souhaitez, qui montrent les différents indicateurs clés de succès avant et après l'automatisation d'outils, quelle est la valeur que ça a apporté en fait aux personnes qui ont choisi justement d'avoir cette démarche-là. On va plutôt se concentrer sur des cas clients que malheureusement, je n'ai pas la possibilité de citer aujourd'hui. Je vais prendre l'un de nos clients dans le secteur de la santé, de la pharma plus exactement. C'est une société de 2000 personnes aujourd'hui. 2000 personnes en France ou dans le monde? 2000 personnes en France. En France. Donc je parle c'est une entreprise mondiale? C'est une entreprise mondiale avec un scope France aujourd'hui et qui est en train de se déployer en fait à l'international. Qui est en train de déployer la solution qu'ils ont choisie à l'international. Tant que j'y suis, pour bien comprendre, c'est monosite, multisite? Multisite. D'accord. Où vous avez des recruteurs de métier et des directeurs ou des directeurs de BU qui sont aussi intégrés dans le process de recrutement. Cette société-là, pour ne pas la citer, avait un délai de recrutement qui était de 36 jours pour recruter une personne sur tel ou tel type de poste. Le délai, il est passé de 36 jours à 7 jours. Donc, ce qu'on appelle, excusez-moi pour les anglicismes, le time to hire, c'est ça, l'impact, il va être énorme sur cette partie-là. J'ai un autre exemple qui est un secteur complètement différent, qui est le secteur du retail, de la distribution dans le secteur alimentaire, pour être un petit peu plus précis. C'est une société de 10 000 personnes. En France ou dans le monde? En France. Cette société-là, justement, a permis déjà d'avoir des managers qui sont beaucoup plus intégrés dans le process. Je pense que c'est une chose qui est importante, d'avoir une notion de travail qui est beaucoup plus collaborative et surtout de permettre à chaque recruteur de venir gagner 2 heures par jour dans son quotidien. 2 heures par jour, c'est énorme, multiplié par 50, 70 recruteurs, 200 recruteurs en fonction des organisations. Je vous donne un autre exemple qui est très schématique pour moi. C'est une toute petite partie de ce que de ce qu'on peut proposer aujourd'hui, mais c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, un recruteur, en moyenne, passe 4 heures par semaine à essayer de fixer des rendez-vous avec des candidats. Vous le savez mieux que moi, c'est votre métier.
il y a un jeu de ping-pong, du chat et de la souris entre vous, recruteur, et votre candidat, qui n'est pas toujours disponible. Cette tâche-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle n'a pas de valeur. Et c'est typiquement les tâches, on en parlera un peu plus par la suite, qu'on peut automatiser. Non, tu nous as donné 3 exemples très concrets et très factuels du bénéfice de l'automatisation pour améliorer la performance. La réduction du time to hire, donc du temps de recrutement, la réduction du temps de… Zut, le deuxième point, c'est les 2 heures par jour, c'était le temps consacré c'est la productivité à la productivité, voilà. Et le troisième, qui est effectivement le fait de, non peut-être pas de supprimer totalement, mais en tout cas de limiter au strict minimum l'ensemble des tâches, on va dire, à moindre valeur ajoutée. On a vu ce que c'était l'expérience recruteur, on voit bien qu'il y a un certain nombre de bénéfices. Alors avant de passer au troisième temps, il y a une question de Diana. Bonjour, pour l'automatisation, est-ce que vous conseillez des outils gratuits ou payants? La question, elle est un peu perfide parce que, pardon, mais Jean-Romain, vous avez compris qu'il était de la société iSims. Donc, mais peut-être qu'il y a des super outils gratuits dans certaines conditions. Peut-être que tu peux les recommander. Je ne sais pas. J'en connais pas en fait des outils gratuits. Si vous en avez. C'est une très bonne question. Effectivement, en termes d'objectivité, tout dépend du scope fonctionnel que vous avez envie de couvrir pour répondre à votre question. On n'est pas là pour parler de notre société. On est aujourd'hui pour essayer de vous conseiller, de vous accompagner dans votre transformation RH sur la partie plutôt recrutement. Des outils gratuits qui vont couvrir un scope fonctionnel très large étant intégrés aux différents outils que vous avez mis en place aujourd'hui ou à votre corps RH, effectivement, il n'y en a pas. Des outils qui sont fragmentés, c'est-à-dire des outils indépendants qui vont gérer 10% de chaque tâche, oui, il y en a. Il y a des job boards, par exemple, qui sont gratuits. Il y a d'autres types d'outils, mais qui vont avoir un scope fonctionnel qui est très réduit, donc qui ne va pas répondre à la thématique d'aujourd'hui, qui est comment simplifier la vie des recruteurs. Moi, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'en fait, sur ce marché-là, il a aussi beaucoup poussé, si je puis dire, par des petites briques fonctionnelles, et c'est pas péjoratif, un peu unitaires, parfois gratuits, ce qui donne au bout d'un moment une forme de maquis ou de patchwork. Et ça génère, au lieu de générer des gains de productivité, des liens de qualité et de l'amélioration de la performance de l'ensemble du process, ça finit par être un peu non maîtrisable. C'est un petit peu de ma fenêtre, peut-être que c'est une vision un peu biaisée et tronquée. C'est un peu ce dont j'ai le sentiment. Est-ce que tu partages cet avis ou tu serais plus nuancé? Non, c'est très vrai. Moi, j'ai une phrase qui est assez dure, mais trop d'outils tue l'outil. J'ai un schéma que j'aime beaucoup qui est demain, vous avez un combiné. Vous passez du combiné au fax, puis du fax à la machine à écrire, puis de la machine à écrire à l'appareil photo. En fait, ça ne marche pas parce que ce n'est pas unifié, parce qu'il y a trop d'outils, parce que ces outils elles ne communiquent pas. Et c'est pour cette raison que, en essayant de remettre le recruteur au cœur du sujet, vous devez avoir une expérience qui vous accompagne de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, ce n'est pas simplement un outil de gestion de candidature. Parce que la gestion des talents, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de l'attraction du candidat jusqu'à son évolution au sein de l'entreprise. Ça passe par attirer, engager, recruter, faire évoluer vos talents. En fait, je pense que c'est la question d'après, donc je me permets de te la poser justement, parce que là, on parle bien là des champs d'application de cette expérience recruteur. Alors, quels sont-ils et comment est-ce qu'on fait pour générer cette, je n'ai pas envie de dire nouvelle expérience recruteur, mais en tout cas cette expérience, je crois que tu as utilisé le terme de réinventer en introduction, donc je le réutilise, j'espère à bon escient. Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, ce que vous, de recruteurs, vous demandez, ou les tendances du marché, c'est une modernisation du process qui est mis en place. La possibilité de chaque matin ne pas avoir l'obligation de jongler, excusez-moi le terme, entre 10 plateformes différentes.
parce que l'usage, il ne sera pas bon, en fait. Hein. D'où la notion de tâches qui, auparavant, ou d'outils qui étaient très manuels, qui sont fragmentés, à une approche, en fait, qui doit être automatisée. D'autant plus que dans votre métier du quotidien, vous avez un nombre de choses incalculables à faire et vous ne pouvez pas maîtriser tous les métiers. Un recruteur, aujourd'hui, pour moi, il est marketeur, il est commercial, il est gestionnaire, il est financier, et vous ne pouvez pas tout gérer. Ça ne marchera pas. Et pour ça, vous devez être accompagné de solutions, justement, qui vont moderniser cette approche-là avec un degré d'automatisation qui est très fort sur l'attraction, sur l'engagement, le développement des talents et bien sûr le recrutement, qui est créé aujourd'hui sur un marché où vous le voyez, et je finis là-dessus, Thomas, après je te laisse la main. Oui, on parle d'un marché de candidats, c'est clair. On n'est pas encore au plein emploi. Aujourd'hui, il y a 280 000 postes ouverts. Si on prend le dernier trimestre 2021, il y a 13 500 de demandeurs d'emploi en moins. Ce marché, il bouge et il est en transformation. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez, pour répondre à vos objectifs de demain, suivre en fait et rentrer dans cette transformation RH. Bon, je vois que le recruteur, effectivement, il joue plusieurs métiers, tu l'as dit, et que une solution permet justement au recruteur de jouer ces différentes casquettes-là de façon plus efficace. Est-ce que je crois que c'est après. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités ou de tâches qui peuvent être automatisées? Effectivement, sur la simplification de la vie des recruteurs, ces tâches-là, vous les connaissez. J'invente rien, c'est ce que vous vivez quotidiennement, bien ou pas. C'est sûrement des manquements que vous avez identifiés. Ces tâches-là, elles sont nombreuses. On parlait auparavant de multidiffusion d'annonces. Si demain, vous avez 10 job boards différents, quel est l'intérêt de faire des copier-coller alors qu'on peut le faire en un seul clic? On parlait beaucoup d'assessment des candidats aujourd'hui, d'assessment digital, avec l'entretien vidéo différé. Surtout sur un marché, on parle de plus en plus de compétences et moins de métiers. On essaye de mettre le CV de côté. C'est pas très français, mais on essaye de le faire de plus en plus et parler un peu plus de compétences et de soft skills. C'est aussi des choses qu'on peut venir automatiser, sans parler de la prise de rendez-vous. J'en parlais en amont. Avoir un outil de gestion de candidature pour vous, recruteurs, qui est efficient, c'est indispensable. Vous devez avoir des outils qui sont simples et intuitifs. Je parle en termes d'utilisation, sinon il n'y aura pas d'usage. Qui sont à la fois orientés recruteurs de métier, mais pas que. Votre directeur d'usine ou votre directeur de magasin, dont je parlais auparavant, qui recrute, il doit être capable, via son smartphone, d'avoir accès à son outil de gestion de candidature. Il doit être capable d'avoir un degré de personnalisation qui fait qu'il arrive à se retrouver dans cet outil-là. Alors que vous, recruteurs, ce qui va vous intéresser, c'est beaucoup plus cette dimension reporting et analytics qui va vous permettre d'avoir une plateforme qui vous permet de piloter les investissements que vous faites, vos investissements quotidiens. Chaque année, j'ai investi tant d'euros sur tel ou tel support. Qu'est-ce que ça me rapporte en termes de nombre de candidatures? Quelle est la valeur en fait pour arbitrer l'année suivante en fait les budgets que j'ai actuellement? On parle beaucoup de sites carrière parce qu'il y a une corrélation qui est très forte entre vos outils de gestion de candidature et vos sites carrière dans l'expérience candidat. Est-ce que j'ai une idée de ce que me rapporte mon site carrière? À quel moment de mon process s'arrêtent mes candidats? Est-ce qu'il n'y a pas des biais dans mon recrutement? On parle beaucoup d'inclusion et de diversité. C'est important de faire ressortir en fait tous ces aspects-là. D'où proviennent mes candidats? Quelles sont mes sources de candidature? Le taux d'acceptation de mes offres? Pour pouvoir en fait tout simplement challenger ce qui est mis en place aujourd'hui et demain venir retravailler sur telle ou telle étape de votre process. Donc là, je vois que tu présentes un périmètre fonctionnel hyper riche, hyper complet, qui existe d'ailleurs certainement sur le marché de façon unitaire. Pour mettre les pieds dans le plat, en fait, si tu présentes tout ça,
c'est ce que propose iSIMS, tout ça, c'est sur une seule et même plateforme? Oui, on n'a pas parlé d'iSIMS pour le moment parce que c'est pas l'objectif, mais effectivement, on couvre l'intégralité de ce scope fonctionnel, que ce soit de la création de sites carrière jusqu'au sourcing de candidats avec des moyens un peu plus innovants. Je parle beaucoup de recrutement par SMS, par WhatsApp, où il y a des taux d'ouverture qui sont beaucoup plus nombreux, au nurturing de candidats et bien sûr un outil de gestion de candidature en tant que tel. On recrute par WhatsApp et par SMS? On recrute par WhatsApp et par SMS. Après, il faut l'adapter en fonction des métiers de chacun. Mais globalement, on se rend compte qu'il y a un taux d'ouverture qui est 80% plus important qu'un mail classique qui souvent va arriver dans les spams ou qui ne sera pas lu. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de volume en termes de candidats et de valeur en termes de qualité de candidature. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Jean-Romain. Encore une fois, il est là pour vous, quelle que soit la question. Il n'y a pas de mauvaises questions, il y a que des mauvaises réponses. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as cité quelques exemples dans le retail et il y avait un autre secteur. Dans le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé. C'est combien de temps le temps de déploiement d'une solution comme ça qui fait un peu tout? Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ça dépend. Mais alors, ça dépend de quoi? Et j'ai quand même besoin de la réponse. Ça prend combien de temps en gros, hein? Elle est compliquée cette question, hein, et je ne vais pas répondre par ça dépend, mais elle est. Si tu peux dire par quoi ça dépend. Elle dépend du coup du scope fonctionnel en fait, hein, qui intéresse nos clients. S'il y a uniquement la partie outils de gestion de candidature ou si on va intégrer la partie site carrière ou un nurturing de candidats plus onboarding qui est intégré, forcément ça prendra plus de temps. Mais le déroulement se fait en 2 phases. La première phase, c'est le scoping. Quel module est-ce que vous souhaitez mettre en place? La deuxième, c'est la phase qu'on appelle de build, en fait, qui est d'implémentation, où on va dédier une équipe à iSIMS, en fait, qui sera en relation avec généralement un chef de projet ou une équipe côté client, pour une société de 2000 personnes, pour répondre à ta question. Un délai de 8 à 12 semaines avant d'avoir une solution qui est live, paraît plutôt cohérent. D'accord. Ça dépend du périmètre, ça dépend évidemment du nombre d'implantations et du nombre de langues, mais en gros 2 mois, 2 mois et demi pour avoir une solution opérationnelle. Je n'ai pas trahi ta pensée. Non, exactement. On voit qu'il y a des questions, on va tout de suite les prendre. Merci d'abord de poser ces questions-là. On poursuivra le webinaire juste après. Isabelle te pose la question suivante. Recruter par WhatsApp, d'accord, mais dès le premier contact? Ça paraît bizarre, Isabelle, hein, mais oui, ça peut marcher sur des profils très volumiques, sur des profils très volatiles. Ça fonctionne très bien. Il y a WhatsApp, mais il n'y a pas que WhatsApp. Avec certains de nos clients, on organise des campagnes de communication, plutôt de recrutement. Derrière un abri de bus, ils vont mettre un QR code en disant « nous recrutons » ou « tapez 1, 2, 3 ». Le candidat va venir taper 1, 2, 3 avec son téléphone et il y a un chatbot qui va venir orienter une conversation et driver sur les offres qui correspondent à son cahier des charges. Donc oui, il y a des moyens beaucoup plus innovants pour toucher aux talents de demain sur un marché qui est en pleine révolution, avec des générations qui changent, qui évoluent et des tendances de marché qui ne sont pas les mêmes. Mais pour finir cette réponse, il est important d'adapter sa méthodologie de recrutement en fonction des profils que vous souhaitez toucher. Alors, c'est dans la continuité, j'espère que ça vous va Isabelle comme réponse, c'est dans la continuité en fait de ce que tu viens d'évoquer, je trouve ça particulièrement intéressant. Olivia te pose la question suivante. Bonjour, il me semble qu'en cette période de distanciation sociale, des entreprises ont beaucoup à jouer sur la relation avec les candidats, dans le processus de recrutement évidemment. Pensez-vous que l'automatisation puisse apporter de la valeur humaine, cette valeur humaine, à ce processus de recrutement? Est-ce qu'on n'oppose pas digitalisation et humanisation? L'objectif, Olivia, hein, c'est d'automatiser les tâches qui n'ont pas de valeur. C'est qu'au contraire, vous puissiez passer plus de temps auprès de vos candidats. L'objectif d'automatiser une partie de ces tâches, c'est d'humaniser cette relation, au contraire, avec vos candidats. Donc, en fait, il y a toujours deux manières de… Je vais le résumer de façon un petit peu
sarcastique, mais en fait, il y a toujours deux manières de se servir d'un outil, une bonne et une pas bonne. Et tout dépend quelle est la conception effectivement qu'on a du recrutement et des relations sociales. On peut se servir d'un outil pour automatiser et ne pas forcément réexploiter le gain de productivité, le temps qu'on a gagné et le réinvestir dans la relation humaine. Là, après, tout à chacun effectivement de procéder comme il l'entend, si je puis dire. Mais je pense que dans un monde digital, utiliser l'ensemble du potentiel du digital ne peut que nous être favorable. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées pour des solutions de base, sans parler des solutions un petit peu plus en pointe, comme on vient d'évoquer sur WhatsApp. Mais WhatsApp, je l'évoque en pointe, mais beaucoup trouvent ça tout à fait normal maintenant, hein. Donc, il faut effectivement y aller. Thomas, je rebondis simplement Bien sur sûr. une question de Jocelyne, hein, sur la gestion des talents, quelles sont les attentes des recruteurs. Donc, dans la gestion des talents, il y a deux choses. Les attentes des recruteurs aujourd'hui, vous l'avez compris, hein, c'est d'avoir à disposition des outils en fait qui sont beaucoup plus simples et d'arrêter de démultiplier le nombre d'outils parce que c'est chronophage en fait et il n'y a pas de centralisation ou d'unification de la donnée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième priorité, c'est vous permettre d'avoir un outil, une solution dans lequel vous allez retrouver l'intégralité des échanges que vous avez avec vos candidats. Du jour où le candidat postule jusqu'à son intégration dans l'entreprise, en respectant le flow ou le process RH, disons-le, que vous avez identifié, c'est-à-dire les différentes étapes dans votre process de recrutement. Alors, il y a une question d'un consultant indépendant. Je remarque chez mes clients qu'ils ont des difficultés à entrer en contact avec de bons candidats et que le temps leur est compté. C'est pour cela qu'ils font appel à moi et surtout à mon expertise et mon accompagnement tout au long de l'onboarding. Est-ce que tu valides ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la notion de réactivité, elle est beaucoup plus forte qu'hier. Et c'est de plus en plus compliqué sur des candidats qui sont parfois en poste ou des moyens de recruter qui sont parfois un peu obsolètes, disons-le, de toucher les bons candidats en fait, ou de la bonne manière. Donc oui, le temps il est compté. Gagner en réactivité ou avoir des outils qui vous aident et qui vous orientent dans les bons choix peut vous permettre de recruter la bonne personne au bon moment. Il y a une image que j'ai vue il y a 3 semaines que je trouvais sympa, qui était une image humoristique, hein, où vous aviez un recruteur face à un candidat et le candidat disait quels sont vos 3 défauts et vos 3 qualités. Mais vous voyez bien que là, le rapport est inversé. Effectivement, on assiste à un rapport dans un temps assez court, un rapport de force qui s'inverse. Vous le vivez au quotidien, mais c'est exactement ce que vient de dire cette personne, c'est que il y a pas forcément moins de bons candidats. En tout cas, ils sont peut-être moins disponibles, moins à l'écoute, et surtout, ils ont moins de temps. Donc, tout ça cumulé fait effectivement que l'activité du recruteur devient particulièrement compliquée. C'est clair, et je rebondis, Thomas, juste sur une chose. C'est compliqué de recruter, donnons-nous les moyens de nos ambitions. Je vous donne un phénomène dont on parle de plus en plus. Le CRM, mais le CRM côté candidat. Donc le nurturing de candidats, la possibilité de venir marketer vos candidats. Je vais prendre un exemple très simple. Vous recrutez 500 personnes par an. Vous avez eu des points de contact avec 9500 candidats. Donc c'est top. Ils n'ont pas été pris pour 9000 d'entre eux, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'il n'y avait qu'un poste. Qu'est-ce qui se passe avec les 9000 personnes avec qui vous avez eu des points de contact ? Je vous donne la réponse. Pour la majorité d'entre vous, il ne se passe rien. C'est un comble énorme. C'est compliqué de recruter. On est sur un coût d'acquisition de candidats qui est de plus en plus cher, mais on ne se donne pas les moyens de venir nurturer le vivier de candidats qu'on a. Une question de Stéphanie. Quel conseil pourriez-vous donner afin de convaincre un DRH d'équiper son équipe recrutement d'une solution comme MySeams ? De nous rencontrer, Stéphanie. De cliquer sur le mail ici. Non, Stéphanie, trêve de. Enfin,
quel conseil? Le conseil, c'est essayer d'être très factuel. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui est optimisable? Et quel est le coût de l'inaction? C'est pas très français ce que je vous dis, hein. Mais le coût de l'inaction, c'est qu'est-ce que ça va me coûter si je fais rien? Votre DRH vous donne des objectifs, des enjeux. Est-ce que j'ai les moyens pour y arriver? Sinon, quels sont ces moyens? Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait éventuellement échanger, sans vous parler d'ICIM, ça mais plutôt comprendre vos contraintes et vos enjeux de demain pour savoir de quelle manière on peut y répondre ou d'autres acteurs aient la possibilité d'y répondre. En fait, on est vraiment confronté à une guerre économique. Si on veut gagner cette guerre économique, c'est-à-dire que l'entreprise continue à faire du business, il faut gagner la guerre des talents. Cette dernière, elle est en très fort accroissement. Et la guerre des talents, en tout cas en 2022, elle ne se gagne pas avec les armes du passé. Donc, il serait bon, en fait, l'investissement dans une solution, quelle qu'elle soit, est à mon avis une goutte d'eau par rapport aux bénéfices économiques de gagner la guerre économique. Et elle ne se gagnera pas sans générer une petite pop-up qui vient et je fais ignorer, voilà. Ne se gagnera pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, j'ai perdu le fil maintenant. Bref, il y a un bénéfice économique qui est certain. Vous parliez de la question du ROI, en fait, du Return on Invest. Et ce que tu viens d'évoquer, c'est le RONI, le Return on Non-Invest. Qu'est-ce que vous risquez à ne pas y aller? Tout simplement, ne pas avoir les talents pour développer le business. J'ai essayé de me raccrocher aux branches comme j'ai pu. Merci à toutes et tous, mais ce n'est pas fini. J'ai encore 2 questions pour toi, Jean-Romain. D'une part, quel est ton coup de com' et ton coup de cœur? On termine toujours les webinars de cette manière-là. Coup de com' et coup de cœur. Ton coup de com'? Mon coup de com', hop, je vous le partage, ou plutôt mon coup de cœur. Ça, c'est ton coup de cœur, oui. Donc, mon coup de cœur, c'est un livre d'Eric Weinermeyer, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer via iCIMS, il y a quelques semaines. Cette personne-là, c'est un alpiniste. Il a fait les 7 plus hauts sommets du monde, dont l'Everest et Kilimanjaro. Donc déjà, c'est pas évident. Donc grand respect. Mais en plus de ça, il a un handicap qui est lourd. C'est une personne qui est aveugle. Je trouve que c'est une leçon de. En fait, c'est tout simplement une leçon de vie, de courage, de volonté, d'abnégation. Et j'ai été personnellement très touché par cette personne-là et son histoire, qui permet souvent de relativiser les petits soucis du quotidien. Et c'est une magnifique expérience, c'est ce dont on parle. Et quel est ton coup de com'? Mon coup de com', c'est une solution qui s'appelle Vidéo Studio. Vidéo Studio, je vous laisserai regarder sur Internet. C'est une société qu'on a achetée il y a 2 ans et demi, qui a un objectif qui est très simple, c'est révolutionner la création de contenu vidéo en donnant la main à vos collaborateurs. Vos collaborateurs, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Il faut leur donner la parole, il faut les mettre en avant. Mais avec la génération actuelle, avoir une job desk avec 250 caractères, ça va attirer personne. Mais avoir Thomas qui présente son job avec une petite vidéo qui apparaît dans le cœur d'annonce, ça marche. Et en plus, ça permet de promouvoir un élément qui est très important dans les sociétés, qui est l'inclusion et la diversité, parce que c'est simplement la richesse et la diversité des équipes qui fait la force d'une entreprise aujourd'hui. Magnifique conclusion. Il n'est des richesses que d'hommes, comme disait Jean Baudin. C'est ce par quoi tu termines. Merci infiniment, Jean-Romain, de ton propos, de ton expertise. À chaque fois, on aimerait bien pouvoir poursuivre l'échange tant avec toi qu'avec l'ensemble des participants. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et pour vos questions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 17 février prochain, tous les derniers jeudis de chaque mois ou presque, à 11h avec la société Actinium, Agir en continu, avec l'expert Patrick Vincent, qui fera un parallèle entre piloter un avion avec le management d'activités techniques et le management d'une équipe. En fait, on va parler soft skills et hard skills, c'est comment trouver le bon équilibre entre les deux et éviter les effets de balancier. Un petit peu de nuance dans le monde parfois un peu manichéen dans lequel on est ne nous fera pas de mal. Vous verrez l'exemple qu'il prend sur le pilotage d'un avion est particulièrement intéressant et impressionnant. Merci à toutes, merci à tous. Et encore une fois, merci infiniment, Jean-Romain, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas, merci pour votre écoute, merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très vite. À bientôt et surtout, portez-vous bien. Merci, au revoir.